On va corriger les 3, 4 et on verra si on a le temps. Avant ça, un exercice de cours, dites formule du multinôme. Alors, on prend P complexe, on prend N en entier, et on veut donner une généralisation de la formule du binôme, hein, c'est pour ça que ça s'appelle multinôme. Bon, alors c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a ici là? Sous-entendu, on choisit autant de K dans N qu'il y a de P, de façon que K1, K2 jusqu'à K... Vous vous souvenez plus de la formule? P est une somme égale à N. Je vais peut-être refaire mon petit exemple qu'on a donné avec Théo là, pour P égale 3 égale N, mais bon, là il y a quoi? N factoriel, oui, divisé par K1 factoriel, K2 factoriel, K3 factoriel. Et là, il y a quoi? 1 exposant K1, A2 exposant K2, 3 petits points, AP exposant KP. On avait donné un exemple qui est, alors bon, quand il y en a 3, on peut les appeler ABC. A plus B plus C au cube, hein, c'est ça que, en gros, Théo, tu proposais. Alors, l'idée, c'est quels sont les termes de la somme. Il faut comprendre que 3, ici, N, peut être écrit de pas mal de façons. Notamment avec un 3 et des 0. Bon, alors, ça, il y a 3 façons de l'écrire avec un 3 et des 0. Ici, vous avez vu que P égale N égale 3. Donc, je dois choisir 3 entiers dont la somme fait 3. Ben, je peux choisir 3 plus 0 plus 0. Je peux choisir 0 plus 3 plus 0. Et je peux choisir 0 plus 0 plus 3. Dans ce cas-là, le coefficient qui vient là, ça sera quoi? Ça sera 3 factoriel sur... Alors, bon, ça sera les mêmes dénominateurs, puisque dans un ordre ou dans un autre, hein, 3 factoriel, 0 factoriel, 0 factoriel. Ici, il y aura 3 factoriel, 0 factoriel, 0 factoriel. Ça fait combien? Oh. Ben non, 3 factoriel, c'est 3 factoriel. Ça fait 1. Mais vous n'avez pas dit 3? Ils ont dit 1. Vous avez dit 1, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec 3? Je peux en faire des 1 et des 2. Alors, là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire 2 plus 1 plus 0 égale 2 plus 0 plus 1. Alors, c'est là qu'il va y avoir plus de termes. Je peux faire le 2 au milieu. 1 plus 2 plus 0 égale 0 plus 2 plus 1 égale... le dernier, c'est le 2 ici. Donc, 1 plus 0 plus 2 égale 0 plus 1 plus 2. Sommes-nous d'accord? Et dans ce cas-là, le coefficient qu'il faut placer devant, c'est avec, et ici, 3 factoriel. Divisé par, alors dans un ordre ou dans l'autre, la factorielle de 2, la factorielle de 1, la factorielle de 0. Ça fait combien? Alors, ça fait 3. Ça vous va? Et enfin, si on fait un slash ici, tac, tac, il y a une façon très particulière d'écrire 3 qui est 1 plus 1 plus 1. Et dans ces cas-là, le coefficient qu'il faut calculer, c'est 3 factoriel sur 1 factoriel fois la factorielle 1 fois la factorielle de 1 qui vaut 6. Conclusion, si vous voulez, appliquons. En fait, on n'en a pas besoin. Hein. J'ai pris un cas extrêmement simple justement pour qu'on puisse vérifier. Mais A plus B plus C au cube, c'est quoi? Alors, regardez, hein, vous voyez le 1 qui est là. Il sera devant le A cube plus B cube plus
C cube. Ensuite, il y aura un 3 devant. Alors, les 6 qui sont là, hein, alors vous me dictez, ici c'est A carré B plus A carré C plus A B carré plus B carré C plus j'en étais où là? Il y en a 6 hein, normalement. J'en étais à AC carré plus C carré B ou BC carré, c'est ça? Bon, en fait, c'est les carrés pas carrés, hein. On est d'accord? Vous voyez que c'est. Il y en a un au carré et l'autre pas au carré. Donc ici, B carré C. Et ici, j'ai BC carré. Et enfin, plus 6 A, B, C. Alors, est-ce que vous voyez que c'est quelque chose qu'on utilisait quand on faisait des DL, ça? Quand on avait les DL à mettre au cube, on disait qu'il y avait les 3 cubes, plus 3 fois les A carré et l'autre pas au carré. Et il ne fallait pas oublier parfois, alors ça c'est les DL vraiment piégeux, le produit des ABC par 6. D'accord? Bon. Tout ça ne me dit pas pourquoi ça marche. C'est une toute petite vérification. Pourquoi ça marche? La preuve, enfin oui, la preuve de la formule, quoi. Preuve dans le cas général. Dans le cas général de ça. Alors, A plus B exposant N, en fait, ça, c'est quoi? C'est A1 plus A2 plus, tac, 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 je vais essayer de restreindre. Hop, A1 plus AP, ici vous mettez fois, ici vous mettez fois, ici vous avez A1 plus 3 petits points plus AP. Est-ce que vous voyez que comme pour le raisonnement qu'on avait fait à l'oral concernant la formule du binôme, quand on fait le développement total de tout ça, ben, il sort des termes dont un vient par parenthèse, si je puis me permettre. Est-ce que vous voyez qu'en développant, on obtient une somme de termes de la forme A1 qui va venir un certain nombre de fois, qui correspond à quelle fois? Qu'est-ce que c'est que ce K1? La parenthèse, vous voyez par exemple si ici c'est les A1 de cette parenthèse, je les prenais en... Alors il faudrait les appeler les A11 et les AP1, sachant qu'ils sont tous que le A11 c'est le 1,2 qui est le 1,3. Ou alors appeler la première avec une espèce d'ordre des couleurs. D'accord? Cette parenthèse c'est celle des rouges, des bleus, des verts, mais bon il faudrait se souvenir de l'ordre des couleurs, c'est pas terrible. Ici le A2 va venir un certain nombre de fois aussi. Et puis finalement, il va venir le AP un certain nombre de fois. Mais vous voyez que quand on développe, on ne peut pas prendre deux termes de la même parenthèse. Donc, s'il y a K A1 qui ont été pris, c'est qu'on a sélectionné le A1 dans K1 parenthèse, le A2 dans K2 parenthèse et le AP dans KP parenthèse. Oui, mais il y en a combien des parenthèses? Il y en a N, donc il faut bien que K1 plus K2 plus KP soit égal à N, où les KI, hein, où KI appartient à N, et évidemment, KI est inférieur ou égal à N. Pourquoi? Parce que sinon, ça, c'est pas possible. Strictement pas. Hein, si c'est strictement plus grand que N, on a ça. Alors, la question, c'est le nombre de fois qu'apparaît un terme de cette forme là, qu'apparaît un terme de cette forme, un terme de cette forme pour
K1, K2, KP fixé. Et quoi? Alors, et c'est là qu'on fait du dénombrement. Et quoi? Eh bien, le nombre de choix que l'on a pour les parenthèses, les K1 parenthèses, d'où viennent le 1? Ça vous va? Eh bien, quel est ce choix? Quel est le nombre de façons de choisir les K1 parenthèses, d'où vient le 1? On choisit K1 parenthèse parmi N. Et je vais multiplier ce choix, puisque c'est comme dans un arbre, hein, vous comprenez? Une fois que ce choix a été fait, il faut multiplier par le nombre de choix de la parenthèse où je vais prendre les A2, sachant que j'ai plus le droit d'utiliser les parenthèses où j'ai pris les A1. C'est quoi? Choisir K2 parenthèse parmi N moins K1 parenthèse, puisque j'ai pas le droit de choisir celle où j'ai pris K1. Le suivant, c'est quoi? Je dois choisir K3 parenthèses, où je vais sélectionner le A3. Parmi combien de parenthèses? N moins K1 moins K2. Je multiplie comme ça jusqu'au choix de KP parenthèse parmi... Alors en fait, je ne sais pas si vous le dernier c'est quoi? On peut l'écrire, hein, mais c'est N exposant à N, je vais l'écrire, N moins K1 moins 3 petits points moins K KP moins 1. Ça vous va? Vous comprenez l'idée? Et bien alors après, et deux points, on va l'appeler N K1 K2, bon, c'est-à-dire, allez hop, non, je ne donne pas de nom, on va juste le calculer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, alors n factoriel, là on utilise vraiment la valeur hein, des K parmi. N factoriel parmi, je vais alors diviser par K1 factoriel fois n moins K1 factoriel, mais multiplié après par n moins K1 factoriel, facteur de K2 factoriel multiplié par K2 factoriel multiplié par n moins K1 moins K2, le tout factoriel. J'en remets une petite couche, là il y aura quoi? Pardon? Non, ça c'est K2 parmi n moins K1. Donc c'est n moins K1, K2 factoriel, n moins K1, moins K2. D'accord? Attention, ça c'est une factorielle, hein, bien sûr. Là, il y aura quoi? Ça commence à être un peu long à écrire, mais bon. N moins K1 moins K2, le tout factoriel, divisé par la factorielle de K3, facteur de la factorielle de N moins K1 moins K2 moins K3. Bon, là, il faut arrêter un moment. Le dernier de la bande sera quoi? Il y aura le KP factoriel. Et là, il y aura quoi là? N moins K1 moins K2 moins K3 jusqu'à moins KP. Mais K1 plus K2 plus K3 plus KP, ça fait N. Donc le dernier, c'est qui là? Non, 0. 0. D'accord? Et là-haut, il y aura quoi? N moins, celui-là, là. N moins K1 moins 3 petits points moins KP moins 1, le tout factoriel. Oui, mais vous avez, enfin, je pense peut-être que vous avez compris, ça va s'éliminer avec celui-là va s'éliminer avec celui-là. Ce factoriel-là va s'éliminer avec un qui n'est pas écrit mais que j'écris là, ça vous va? Et ce factoriel-là va s'éliminer avec un que j'ai pas écrit, mais qui est juste là, avant. Et donc, qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire, finalement, hop,
c'est-à-dire, ben, c'est ce qu'on veut. Il n'y a plus que la factorielle de n au numérateur et la factorielle de tous les k au dénominateur. Est-ce que vous avez compris? Et ben voilà. Exercice de cours terminé. Exercice de TD, donc feuille de TD. Feuille de TD, exercice 3. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait n égale 1, n égale 2, n égale 3, et je vous mets les coefficients du triangle de Pascal. On en avait fait même jusqu'à 5, je crois. Non, ça c'est n égale 0. N égale 0, je ne vais pas le mettre, tiens. On demande n dans n étoile, donc n égale 1, n égale 2, n égale 3, allons-y pour ça. Tac, et en face les trois coefficients, les k parmi n, 1, 3, 1, et on veut constater, si vous voulez, que si on met une fois sur deux le signe moins, donc des moins ici, des plus là et des moins là, à la fin, ça fait toujours 0. Alors, comment vous avez fait ça? Je n'ai pas fait ça. Je sais pas. Vous avez fait quelque chose ou pas? Qui a une idée? Yael? Avec le binôme de Newton. Ah ben, c'est-à-dire, c'est quoi le binôme de Newton? Ah, le binôme de Newton. Ça fait moins 1 exposant k fois 1 exposant n-k. Ben, ça, c'est une très bonne idée. Première, bah oui, c'est tout bête, mais ça marche. Je t'écoute. Somme pour k égale 0 jusqu'à n des moins 1 exposant k, facteur de k parmi n. Une preuve, un truc tout bête, effectivement, c'est de reconnaître. Je t'écoute. Du coup, ça fait la somme de k égale 0 à n. Oui. Alors, on va mettre le k parmi n devant. Ouais. On va mettre le... Moins 1 exposant k. Et une toute petite ruse qui consiste, très classique. n-k. Et oui, mais ça fait combien? Ça fait 1 moins 1. Ça fait moins 1 plus 1, le tout. Exposant n. Et ça fait donc 0 exposant n. Et donc, ça fait 0. Et ben voilà. Et donc, la somme pour k égale 0 jusqu'à n des moins 1 exposant k fois k parmi n égale 0. Alors, ce qui m'intéressait surtout dans cet exercice, c'est pas tellement ce calcul, c'est l'interprétation. Est-ce que vous vous en souvenez? L'interprétation, on l'avait écrit ou pas? Eh bien, interprétation à retenir. Hein. Interprétation dans un ensemble fini, contenant au moins un élément, finalement. Non, contenant au moins quoi? Allez, avec... Je dirais, à partir du dénombrement, c'est peut-être contenant au moins deux... Non, parce que finalement, la partie vide, on dit qu'elle a 0 élément, donc elle a un cardinal. Allez, dans un ensemble fini, non vide, qu'est-ce qu'il y a? Il y a autant de parties de cardinal paires que de parties de cardinal dont le cardinal est, ça vous va? Dont le cardinal est pair, si vous préférez, dont le cardinal est pair, que de parties dont le cardinal, peut-être plus joli comme phrase, dont le cardinal est pair, que de parties dont le cardinal est
dont le cardinal est impair. Et ben voilà. Alors, ce genre de petites ruses, on les faisait au début d'année, vous vous souvenez, pour réduire des expressions. Alors, on passe à des choses un peu plus complexes, c'est-à-dire choisir des coupes de parties. Ça, en général, je vous dis tout de suite, enfin, je commence à avoir un peu l'expérience de ce genre d'exercice, vous n'aimez pas trop. E est un ensemble de finis dont le cardinal est n, avec n appartient à n étoiles. Donc en fait, il est fini non vide. Hein. C'est pareil que de dire fini non vide. Petit a. Alors, ce que je vous propose, c'est de donner un nom à ce qu'on veut dénombrer. On veut dénombrer, c'est-à-dire déterminer le nombre d'éléments de. On veut dénombrer. D'où le titre du chapitre. Hein. On veut dénombrer quel ensemble? L'ensemble, je vais appeler CA, parce que dedans il y a des couples, et que c'est la question A. L'ensemble CA égale, je vous écoute. Comment formaliser ça? Il suffit de reprendre la phrase, mais de l'écrire en... Alors, X, virgule Y, appartenant à quoi? P2 au carré. Et vérifiant, X inclus dans Y. Alors, un petit schéma. E, je le fais plutôt carré. Dedans, il y a des éléments. Et ce que l'on vous demande de déterminer, c'est le nombre de façons que vous avez de prendre deux craies et de faire une patate orange, une patate rose, dont l'une contient l'autre. Une remarque, j'aurais pu faire une patate orange qui est là, qui contient rien, et une patate rose qui contient rien non plus, puisque vide est inclus dans vide. Alors ça fait beaucoup, hein. Ma question c'est, est-ce que vous avez des idées? On peut dénombrer à partir de l'ensemble qu'on prend le plus d'éléments. Ah, c'est-à-dire qu'une fois que tu connais le rose, tu peux dénombrer le nombre de façons que tu as de choisir le orange. Exact. C'est tout à fait exact. Et c'est quoi? Alors, ça dépend de quelque chose, d'ailleurs. Ça dépend de quoi? Ça dépend... Alors, finalement, si je te dis... choisir un couple XY dans CA consiste à, premièrement, choisir une partie Y de E. Ça te va? Puis choisir une partie de Y. Le problème, si tu veux, c'est que le nombre de façons de choisir une partie de Y dépend du nombre d'éléments qu'il y a dans Y. D'accord? Autrement dit, faire ça signifie que tu imposes le nombre d'éléments que tu choisis pour Y. Alors, néanmoins, on peut le faire. Alors, je vais commencer comme ça. Choisir, ou déterminer, mais raisonnant en termes de choix, choisir un couple XY appartenant à CA peut consister, ou consiste, revient à d'abord choisir une partie de
E. Choisir une partie Y de E. Ça vous va? Mais ici, si tu veux, quand je vais écrire choisir une partie X de Y. Choisir une partie X de Y. Je vais me demander quel est le nombre de choix. Et la réponse, ça sera quoi? La réponse, ça sera quoi? 2 exposant cardinal de Y. N'écrivez pas cardinal de Y, je vous explique pourquoi. Parce que du coup, en faisant ça, tu t'imposes de savoir combien il y a d'éléments dans Y. Est-ce que tu comprends? Autrement dit, là, tu choisis un couple XY de CA tel que... Choisir un couple XY de CA tel que cardinal de Y est donné et vaut P. P où P appartient à minimum 0, puisqu'après tout tu peux 0, et maximum N. Choisir un couple XY de CA tel que le cardinal de Y soit P, c'est choisir une partie Y de E de cardinal P. Ça va? Dont le cardinal est P. Et là, par contre, on peut dire combien il y a de choix. Dans le cardinal est P. Nombre de choix Y de E avec cardinal P avec cardinal de Y égale P. Ou après tout, encore plus simple, choisir Y, une partie Y dans... Il y a un nom pour ça, vous voyez que je n'avais pas assez de place dans le tableau. Partie à P éléments de E. Choisir une partie Y dans partie à P éléments de E. Combien de nombre de choix? Nombre de choix. C'est choisir P éléments parmi N. Et dans ces cas-là, le choix de la partie X de Y, le nombre de choix, c'est 2 exposants P. Autrement dit, le nombre de couples, X virgule Y de CA tel que cardinal de Y égale P, et quoi? Puisqu'on a fait 2 choix successifs, comme dans un arbre, il vient choix de Y, P parmi N fois 2 exposant P. Alors là, il y a un S, évidemment. Mais a-t-on tous les couples de CA? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre total de couples dans CA, hein, XY de CA. Et donc, quoi? Et oui. Alors, c'est une somme, pourquoi? Parce que, oui, et donc, on va l'appeler NA, puisque c'est le nombre de réponses à la question A, égale, tu me dis, la somme pour P va de 0 à N de P parmi N fois 2 exposant P. Pourquoi? Ben, parce que les couples XY de CA, il y a ceux dont le cardinal de Y est 0. Il y a ceux dont le cardinal de Y est 1. Et aucun couple n'est dans les deux ensembles que je viens de décrire.
On ne peut pas être à la fois un couple XY avec cardinal de Y, valeur à la fois 0 et 1. D'accord? Donc en fait, ici, il y a un raisonnement en termes de partition. Ça vous va? Alors, je ferai un tout petit peu de formalisme, mais moi, ça quand je lis ça, ça me va. Et Yael, tu peux peut-être nous simplifier ça avec ta ruse de tout à l'heure. C'est-à-dire on remet l'exposant à n moins b. Remarque, NA égale somme pour P égale 0 jusqu'à n dP parmi n fois 2 exposants P fois 1 exposant n moins P. Donc, NA égale quoi? Ah non, 2 plus 1 cette fois. Donc ça fait 3 exposants P. Alors, ma remarque formelle, plus formelle. Ah pardon, merci. Ma remarque plus formelle, c'est si on pose ma petite remarque qui justifie le égal ici. L'étoile impose peut-être une remarque. Pour P appartenant à 0n, on peut poser CA virgule P égale l'ensemble des couples XY appartenant à CA slash ou vérifiant cardinal de Y égale P. Remarquez que ça revient à écrire CAP égale l'ensemble des couples XY appartenant à P de E le tout au carré étant tel que X est inclus dans Y et cardinal de Y égale P. L'idée, et c'est très proche de ce qu'on fait en ce moment en probabilité, c'est quoi? C'est qu'on a le raisonnement de Léa nous dit, quel que soit P appartenant à 0n, quel est le cardinal de CAP? C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, à savoir nombre de façons de choisir le Y, P parmi n. Ce choix étant fait, nombre de façons de choisir une partie dans l'Y, 2 exposants P. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est que avec ton raisonnement, Léa, on n'a pas dénombré CA, on a dénombré CAP. Oui, mais quel est le lien entre CA et CAP? Or, CA égale quoi? Alors, on pourrait faire une grosse union, mais ce que j'ai dit à l'oral tout à l'heure, c'est les couples dans le cardinal de Y, c'est 0. Et, donc ici, c'est une union, les couples de A, de type A, dans le cardinal de Y, c'est 1. Union, 3 petits points. Union, les couples de type A, dans le cardinal de Y, c'est N. C'est-à-dire, en une notation plus compacte, CA égale quoi? L'union pour P allant de 0 jusqu'à N, DC à P. Or, pour P différent de Q, les ensembles CAP sont 2 à 2 distincts. Or, les ensembles CAP sont 2 à 2 distincts. J'entends que par exemple pour P différent de Q, CAP inter CAQ égale vide. Pourquoi? Ben là, il y a quoi là? Des couples XY ou Y à P éléments.
Là, il y a quoi, là? Les couples XY ou Y, hein? Q éléments. Mais Y peut-il avoir à la fois P éléments et Q éléments si P n'est pas Q? Réponse non. Donc, ceci justifie l'égalité étoile. Donc, donc, le cardinal de CA, c'est quoi? Puisqu'il s'agit ici d'une union de parties 2 à 2 disjointes, c'est le cardinal d'une union disjointe, c'est la somme des cardinaux. Donc, P égale 1 jusqu'à P égale 0 jusqu'à N. Et, vous voyez, après tout, je veux même garder le truc. 0, plus petit que P, plus petit que N, des cardinaux de CAP. Ce qui justifie l'étoile que tu as... Tancred, je sais plus, non, ou Arnaud, je ne sais plus qui m'a dit, c'est la somme. Bon, vous avez compris pourquoi c'est la somme? Eh ben voilà. Quand je parle de formalisation, est-ce que vous voyez maintenant ce que je veux dire? La première rédaction était assez convaincante. Là, elle est, enfin, je veux dire, elle est claire, quoi. Non? B. Dans le même genre, hein. C'est très proche. Du coup, je compte sur vous pour adapter un petit peu ce qu'on a fait. C'est quoi le B? On veut dénombrer. On veut dénombrer l'ensemble. Alors, attention, parce que des fois, l'écrire en langage symbolique, c'est plus compliqué que le décrire en français. Mais bon. Non, là, ça va. Allez, je vous écoute. On va l'appeler CB. C parce qu'il y a des couples, B parce que c'est la question B. Aucune imagination. Je vous écoute. Le nombre de couples XY tel que XY soit un singleton. Plusieurs façons de l'écrire, mais allons-y, ça commence comment? Ça commence comme l'autre, hein, c'est quoi? XY appartenant à P2 au carré, et là, alors la façon la plus simple de l'écrire, c'est de dire quoi? Il existe... Ah, ça c'est peut-être la deuxième auquel j'avais pensé, mais elle me va aussi, elle est très bien même. P2E le tout au carré, slash il existe petit a appartenant à E et vérifiant x inter y égale singleton A. Je commence à voir que vous avez de bons réflexes, et ce qu'il ne faut pas écrire, c'est A. Moi j'avais pensé à cardinal de x inter y égale 1. Bon, les deux formulations sont les mêmes. Je pense que celle qu'a proposée Théo est meilleure pour compter ces éléments. Bon, ça commence à être des choses un peu difficiles à compter, vous êtes d'accord, hein? On ne compte plus des chaises et des tables, hein? On compte des couples de parties. Hop. Alors, un dessin peut-être. Là aussi, on formalise E comme un rectangle avec des croix dedans. Paf. Mais cette fois, est-ce que vous voyez que pour formaliser la situation, et c'est pas innocent, j'ai besoin de 3 craies. J'ai besoin de 3 craies. Pourquoi? Ou alors, ouais. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça revient à faire? Choisir un truc qui va être l'intersection de 2 patates. Vous me suivez ou pas? Alors, celle-là et celle-là. La croix, elle suffit à elle. Pardon? Il y a plein de couleurs. On voit qu'il n'y en a qu'une seule de croix qui est prise en... Oui.
C'est vrai. Mais j'attire ton attention sur le fait que cette croix va jouer un rôle très particulier. Parce que là, si tu veux, on peut déjà se demander combien de fois j'ai la possibilité de faire une patate verte et une patate orange une fois que je connais la croix rouge. Et se dire des croix rouges, je peux faire n choix. Ça vous va? Il me semble que c'est une bonne façon de commencer à réfléchir. Alors, cette fois, je vous laisse quelques minutes de réflexion. Voilà. Bon, on a bien réfléchi. On s'est dit que on allait faire un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire non pas dénombrer tout de suite tous les couples voulus, mais tous les couples dans le cardinal de Y et P. Ça vous va? Alors, attention, petite subtilité, où peut être P? Soit P appartenant à quoi? Je dis que le cardinal de Y, ça ne peut pas être 0, puisqu'il a une intersection avec X qui est un singleton. Donc, le truc minimal que peut... Le nombre minimal d'éléments que peut contenir Y est quoi? 1. N. L'idée, c'est quoi? On va compter, on va dénombrer, on va dénombrer, ou choisir, allez, on dénombre. On dénombre le nombre de couples voulus tels que... Après tout, ça ressemblera au découpage de tout à l'heure, donc ça me plaît, ça fait une forme de continuité dans l'exercice. Il y a plein de façons de trouver les notations, mais cardinal de Y égale P. Est-ce que vous voyez que c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au lieu de dénombrer tout de suite CB, on dénombre CBP, où CBP est tous les éléments de CB dans lesquels on aurait rajouté la condition cardinal de Y égale P. Ça vous va? Alors, dans ces cas-là, et c'est ce à quoi on a pensé pendant ces quelques minutes, c'est choisir un tel couple. Revient à choisir. Alors là, au bout de 3 fois, je vous conseille un adverbe assez sympathique qui est successivement. Parce que quand il y en a 2, vous pouvez dire pour le deuxième, le premier choix étant fait, blabla. Mais si vous en avez 10, vous voyez ce que je veux dire? Le deuxième, une fois le premier étant fait, le troisième, une fois le premier et le deuxième étant fait. Bon, l'adverbe successivement dit ça. À chaque fois, les précédents étant fixés, on choisit à nouveau. Alors, je vous écoute. Successivement, 1, d'abord, on s'est dit la croix rouge. L'élément, un élément, petit a de E. Ça vous va? Nombre de choix. Slash, nombre de choix. NBR, ça vous va? NBR. Nombre de choix. Voilà, c'est tout bête, hein? Choisir un élément A de E, nombre de choix. N choix. Ensuite, ce choix étant fait, une partie à P éléments contenant A. Une partie de E à P éléments contenant A. Oui, mais ça revient à choisir les P moins autres éléments. C'est-à-dire, je le mets là-haut, c'est-à-dire une partie 1 contenant petit a, c'est-à-dire quoi? Combien d'éléments parmi combien? C'est-à-dire P-1 éléments de E privé de A. Est-ce que ça vous va? Les P-1 éléments qu'on va mettre dans le orange, en plus du rouge. Alors, slash, nombre de choix.
NBR de choix, vous me dites P-1 parmi N-1, je suis d'accord. Et enfin, le dernier des choix successifs, choisir les éléments, ou donc choisir les éléments de x, choisir x. Ben, choisir les éléments de x qui ne sont pas A. Autrement dit, choisir une partie, alors on a déjà fait un coup pareil, hein. Choisir n'importe quelle partie qui contient le rouge, c'est choisir n'importe quelle partie en dehors du orange et lui adjoindre rouge. Autrement dit, choisir une partie de quoi? Une partie de E privée de quoi cette fois? De Y. Aïe. Une partie, on va l'appeler X'. Ah merde, pardon, excusez-moi. Une partie X' de E privée de Y et prendre et poser X égale X' union A. Est-ce que c'est suffisamment clair? Slash, nombre de choix de faire ça. Nombre de choix. Ben, c'est choisir une partie X' de E privé de Y. Mais E privé de Y est un ensemble qui contient combien d'éléments? N-P. Et donc combien a-t-on de choix pour prendre n'importe quelle partie dans un ensemble en contenant N-P? Le nombre total de parties d'un ensemble contenant N-P croix. 2 exposant N-P. Ça, c'est le nombre de choix que j'ai là. Ça vous va ou pas? C'est quoi qui change comparé au fait que quand on a choisi les P- éléments de E privés de A, comparé à là quand on choisit X'? C'est quoi qui a changé? Ben, c'est que pour choisir les éléments de Y, on savait combien on en voulait, alors que pour choisir les éléments de X, on a le choix. Je peux très bien en prendre 0, 1, 2 ou tout. Est-ce que vous comprenez que le 2 exposant, c'est quand on ne connaît pas a priori le nombre d'éléments qu'on veut? Alors que le P parmi, c'est quand on connaît a priori le nombre d'éléments que l'on veut. Bon, on résume notre pensée. On a donc ce type de couple. Il y a donc le nombre de couples XY de CB tel que cardinal de Y égale P. Et donc, je vous écoute comme dans un arbre de choix, N multiplié par P-1 parmi N-1 multiplié par 2 exposant N-P. Et finalement, le nombre total de couples, et à chaque fois j'oublie l'S, de couples de CB et on va l'appeler NB égale, et cette fois je pense qu'il n'y a pas besoin de faire le formalisme de la dernière fois, vous avez compris, c'est la somme pour 0 plus petit que... Ah non, pas 0 justement. Pas 0, pourquoi? Parce que Y ne peut pas contenir 0 élément, puisque c'est un 5 de temps. Donc 1 plus petit que P plus petit que N, de N fois P-1 parmi N-1 fois 2 exposant N-P. Eh bien c'est pas mal ça. Et remarquez que ceux qui voulaient faire un raisonnement où on fixe le rouge, on compte tout et on multiplie par N, étaient proches du résultat final, puisque le N ne dépend pas de P et on peut le sortir.
Le N, c'est le choix du rouge, et vous voyez qu'il est indépendant de la façon dont on a choisi orange et vert une fois rouge fait. Donc ici, il y a N fois 1 plus petit que P plus petit que N, des P-1 parmi N-1, 2 exposants N-P. Est-ce que vous pouvez simplifier ça avec une... Oui, Manon. J'ai pas compris la question. Le nombre de choix de... C'est par rapport à X'. Oui, mais une fois que tu as choisi X', X est imposé puisque tu dois ajouter A. Que doit être X? Une partie qui contient A, celui qu'on a choisi comme étant l'élément du singleton intersection, et d'autres choses. L'autre chose, je l'appelle X'. Les éléments de l'autre chose, je l'appelle X'. Là, on pourrait faire du formalisme, si vous voulez. Il y a autant de parties vertes que de parties vertes sans rouge. Puisque pour avoir la partie verte, il suffit de choisir vert sans rouge et d'y adjoindre rouge. Ça te va comme formulation? Bon, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire dans... en faisant comme ça, là. Peut-être un petit changement d'indice, non? Qu'est-ce que vous en pensez? P-1 variant, hein, ou K égale P-1, non? Qu'est-ce que vous en dites? Allez, bon, ça c'est un résultat qui est satisfaisant, hein, mais bon, on peut peut-être tenter de le simplifier, vu nos connaissances sur les cas par mille. Remarque, NB, NB égale, alors N fois, je vous écoute, je pose K égale P-1, on est d'accord? K égale P-1, ici il y a N-1, là il y a deux vecteurs de N-, ouvrez la parenthèse, P-1, et que fait K qui vaut P-1? Alors vous préférez inégalité ou... C'est pareil, hein? Que fait K qui vaut P-1? Il part comme ça, il vaut... Et il va jusqu'à N-1, Yael, notre spécialiste. Si ça, je te dis que c'est somme pour 0 plus petit que K plus petit que N-1 dK parmi N-1, 2 exposants N-1 moins P, tu me dis que ça c'est... Oui, Où? c'est pas P, c'est K. Quoi? À droite. Ah, pardon, j'ai mis des P. Merci. Et donc, tu me dis... Trois exposants N-1. C'est quand même plus joli, non? Non? Pas plus joli, ça? Allez. Monsieur, Oui. c'est N moins entre parenthèses K moins 1. Du Oui. coup, si jamais on sort le moins 1, ça fait N plus 1. Du coup, ça ne marche pas. Mais si. C'était quoi? C'était K. C'était P égale? C'est N-1. Sauf si c'est moins entre parenthèses K plus 1. Là. Mais oui, P c'est K plus 1. Puisque K c'est P moins 1. Donc, tu as raison, il faut pas... Ici, c'est K plus 1. Ça te va? Eh ben, tu as bien fait de me le signaler. J'avais mis J'avais mis soit une mauvaise parenthèse, soit... Non, mais en fait, c'est parce que j'avais mis P, je m'étais trompé. Enfin, tout va bien, maintenant? Oui. Okay.
Alors, je vous propose, quelle heure il est? 27. De réfléchir tranquillement à l'exercice 5 et 6, mais de ne les pas faire tout de suite parce qu'ils sont quand même un peu longs, et de faire les exercices 7, 8, 9. Donc je laisse en fait et je corrigerai en vidéo sans doute, parce que demain on fait du cours. Hein, demain. On n'a qu'une seule séance demain. Il ne reste plus que 2 heures. Et on finira le cours sur les probas. D'accord. Donc là on va faire 7, 8, 9. Alors, et je vous laisse chercher 5 et 6. Ils sont pas évidents. Alors le 6 c'est quand même plus facile si vous coupez en cas. Vous raisonnez en plusieurs cas. C'est pas pour demain, du coup. Ah ben, ça sera plutôt pour lundi, une fois rentré chez vous et tranquillement devant votre ordinateur. Non mais pour demain, je me fais pas trop d'illusions. Je pense que vous demandez du travail pour demain. Il faut être réaliste dans la vie. Exercice 7. Alors, ce qui est pas mal dans l'exercice 7, c'est que ça fait le lien entre ce qu'on est en train de faire, du dénombrement, et ce que l'on va faire, on va commencer en cours mais qu'on va faire en TD, c'est-à-dire des probabilités. Dans une classe de 30 élèves, le lien le plus naturel, c'est quand on choisit la probabilité uniforme. On a vu ce matin qu'en fait, calculer une probabilité d'un événement, quand la probabilité sur l'univers est uniforme, revient exactement à dénombrer les cas favorables et à diviser par les cas possibles. Donc, dans les deux cas, à dénombrer des choses. Donc, quand il y a probabilité uniforme, en fait, faire des probabilités, c'est faire du dénombrement. On est d'accord? Alors, on en revient à l'énoncé. Dans une classe de 30 élèves, quelle est la probabilité pour que 2 personnes au moins aient le même jour anniversaire? Parenthèse, on considère qu'il y a 365 jours anniversaires possibles. À quoi sert cette phrase? À écarter les gens qui sont nés le 29 février, dont on décide arbitrairement qu'ils fêtent leur anniversaire le 28 tous les ans. C'est comme ça. Vous y avez, alors, je pense que vous n'y avez pas réfléchi. Je vais donc vous laisser quelques minutes de réflexion. Donc, notre réflexion nous a amené à dire que, pour formaliser la situation, il nous suffisait d'avoir une forme de liste d'élèves. Donc, pour décider l'expérience aléatoire, correspondant au problème, consiste à quoi? Consiste à dresser un tableau, une liste. Un tableau comme ça, là, on a dit, tac, 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 1, 2, tac, 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 jusqu'à 30. Avec ici, je vais l'appeler A1 pour anniversaire 1, anniversaire de l'élève 1. A2 pour anniversaire 2. Ici, 29. 30, ici, anniversaire du 29e homme, anniversaire du 39e homme. Ou 1 jusqu'à 30 désigne 1, tac, 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 30. Et alors ça s'appelle l'ordinal, la façon dont on a numéroté, hein, et le numéro, et le numéro attribué à chaque élève, attribué à chaque élève, et AK
et quoi? Le jour anniversaire de l'élève K, de l'élève numéro K, avec, pour simplifier, AK, donc 1 si on est né le 1er janvier, et 365 si on est né le 31 décembre. Autrement dit, AK appartient à 1,365. Qu'est-ce que c'est qu'une issue finalement? C'est un tableau comme ça. L'univers est l'ensemble de tous les tableaux comportant 30 lignes, la deuxième case étant entre 1 et 365, les lignes étant dressées entre 1 et 30. Parce que vous voyez que l'univers, c'est un espèce d'ensemble, c'est l'ensemble des tableaux Excel qui ont cette forme, où A1, A2 jusqu'à A30 ont le droit d'aller de 1 à 365. C'est ça notre univers. Alors, qu'est-ce qu'on va décider pour répondre à la question « Quelle est la probabilité de ?» C'est qu'en fait, les gens qui sont dans la classe ont été pris totalement au hasard. Et qu'aucun jour dans l'année n'est favorisé pour la naissance. C'est un peu faux, je crois. C'est vrai. Parce qu'il paraît que 9 mois avant la naissance de... Il y a des périodes où 9 mois avant, c'est plus favorable à ce que 9 mois après, une naissance ait lieu. Mais on va faire comme si ce n'était pas vrai. C'est-à-dire que aucun jour n'est favorisé. Et aucun élève n'est particulier. Conclusion. L'équiprobabilité va être notre choix. Mais vous comprenez que c'est un choix? C'est sans doute faux. On doit un peu se tromper. Il faudrait que l'INSEE nous donne le nombre de Français nés chaque jour pour qu'on sache si c'est vrai ou pas. Mais on fait un choix. On fait le choix de l'équiprobabilité de la naissance parmi 1 365. Et on fait le choix, c'est sans doute... je ne sais pas. Ceci, le choix des 30 élèves, ça doit être à peu près... Ça doit vraiment être équiprobable, quoi. Non ? Bon, allez, en tout cas, on fait le choix de l'équiprobabilité. Il suffit donc de calculer le nombre de cas favorables et de diviser par le nombre de cas possibles. Allez, on choisit une probabilité. Dans le cas d'équiprobabilité, bon, on va peut-être donner le mot magique avant de parler de probabilité. On va arrêter de parler de tableau Excel ou de liste. C'est quoi ça? Et je vous le... Ceci, enfin, dresser ce tableau consiste à choisir une application de 1,30 dans 1,365. Cela consiste donc à donner une application, à donner une application de 1,30 dans 1,365. Alors, dans le cas d'équiprobabilité, la probabilité voulue est quoi? La probabilité voulue, c'est-à-dire que au moins 2 personnes ont le même jour équivalent, anniversaire, c'est quoi? La probabilité P voulue est quoi? Dans le cas d'équiprobabilité de ce type d'application, hein, d'accord, la probabilité, je vais l'appeler P indice 30 voulu, parce que autant le nombre de jours dans l'année ne peut pas bouger, autant on pourrait peut-être dire que ça va dépendre du nombre d'élèves dans la classe. P indice 30 égale quoi? Alors, crac,
Nombre de cas possibles. C'est quoi le nombre de cas possibles? Et je vais l'écrire en toutes lettres. Nombre. Ben, le nombre, ils sont là. Tous les cas possibles, c'est le nombre de tableaux possibles. Nombre de listes possibles. Donc, nombre d'applications de 1 à 30. De 1 à 30 dans 1 365. Alors, j'ai peut-être une idée qui va simplifier les choses. Bon, enfin bon. Non, dites-moi quel est le nombre de cas favorables. Alors, je vous aide. En fait, il est plus facile de se demander quel est le nombre de cas défavorables. On va l'appeler, dans le cas d'équiprobabilité, la probabilité voulue est... On va l'appeler P30. Et P30 avec... On va calculer la probabilité de l'événement contraire. 1 moins P30 égale. Et là, on peut mettre des injections. Et là, on doit mettre le nombre de cas défavorables. Et P30 avec... Et P30... P indice 30 avec 2 points. Alors, quel est le nombre de cas défavorables? Un cas défavorable est un tableau où la deuxième colonne ne comporte aucun nombre égal. C'est quel type d'application? Eh oui. Autrement dit, qu'est-ce que je dois mettre pour calculer 1 moins P30? C'est-à-dire la probabilité que ce que je veux ne soit pas réalisé. Je dois mettre là-haut le nombre. Bijection entre 1,30 et 1,365, je peux te répondre, hein, c'est 0. Nombre d'injections. Nombre d'injections de 1,30 dans 1,365. Alors, ça tombe bien parce qu'on connaît les deux. On a donc 1 moins P30. Ça vous va le coup du 1 moins P30? Oui. Alors, vous avez tout en main. Hein. Ça porte même des noms. Le nombre d'injections... Bon, d'abord, le nombre d'applications de 1,30 dans 365. C'est quoi? Rappel cardinal, rappel le cardinal de, je crois que j'avais appelé E exposant F égale cardinal de E exposant cardinal de F. Et qu'est-ce que c'est que E exposant F? C'est l'ensemble de toutes les applications de E dans F. Non, je crois que j'avais mis F exposant E, il me semble. Je crois. Non, mais c'est ça. Ouais, bon, F exposant E. je crois que j'avais mis F exposant E dans ma formule. J'aime bien quand la formule correspond exactement à celle du cours, quoi. Cardinal de F exposant cardinal de E. Il me semble bien que j'avais pris ça, c'est-à-dire des applications qui vont de E dans F. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Ici, c'est quoi? On va de 1,30 dans 1,365. Il y en a combien de ces applications? 365 exposant 30. Est-ce que vous voyez que c'est logique en fait? Ça, c'est le nombre total de listes possibles d'anniversaires. Pourquoi? Combien de choix pour l'anniversaire de l'élève 1? 365. Puis, une fois, dans l'arbre des possibles, une fois cette branche prise, combien de choix pour l'anniversaire de l'élève 2?
Donc finalement, combien de choix pour les anniversaires des élèves 1 et 2? 365 au carré. Et finalement, combien de listes possibles de 30 dates d'anniversaire? 365 exposant 30. D'accord? Ça, c'est plus facile, le dénominateur. Et le numérateur, alors? Et là aussi, c'est dans le cours. Hein. C'est quoi le nombre d'injections de 1,30, le nombre d'injections d'un ensemble de cardinal P. Là aussi, je reprends le cours. Hein. Dans un ensemble de cardinal n, je crois que j'avais pris. Et alors, est-ce que vous vous souvenez du résultat? On s'était dit, il suffit de choisir des PUplets, qui sont les images, 2 à 2 distincts dans l'ensemble. Dans l'ensemble d'arrivée, il y a n objets, on choisit un PUplet, 2 à 2 distincts. Non? N factoriel. Alors en fait, ça porte un nom, ça c'est la valeur, le nom ça s'appelle le nombre, et ça s'appelle le nombre, et le nombre de P arrangements de cette dernière ensemble. Et le nombre de P arrangements. Bon, et je l'écris comme ça, c'est grand A, NP, mais ça s'appelle le nombre de P arrangements de E ou E, d'accord, à n éléments. Et ça vaut n factoriel sur n moins P factoriel. Est-ce que c'est... Alors, au numérateur, j'en reviens à mon 1 sur 1 moins P. Alors ici, je vais écrire 1 fois A quoi? Le nombre d'injections d'un ensemble de cardinal P dans un ensemble de cardinal N, c'est donc A 365 30. Alors voilà, on a ça vous va? On n'a plus qu'à quoi calculer. J'enlève ça. Avec, je vous rappelle, vous me rappelez que A 365 30, ça fait combien? Alors, ça fait pas mal. 365 le tout factoriel divisé par 335 factoriel, on est d'accord? 365 moins 30. 335 factoriel. Finalement, donnez-moi P30. P30 égale 1 moins 365 factoriel divisé par 365 exposant 30 multiplié par 335 factoriel. Est-ce que on est bon? Alors, ben, quelqu'un a-t-il une calculatrice qui nous donnerait cette... Je passe ça sur les Si, ça passe tout seul, ça. Et pendant que les calculateurs calculent, les gens qui ont compris que le nombre d'élèves peut changer et pas le nombre de jours dans l'année me donnent la probabilité pour une classe de n personnes. Quelle est la probabilité? Mais il faut le taper toute seule, il faut taper toute l'expression, surtout pas séparément. Hein. Il faut taper toute l'expression et elle va stocker de façon à faire des simplifications.
Pour ceux qui veulent une généralisation, c'est quoi Pn? Autrement dit, quel est le nombre de... On remplace tout par n. Bien sûr, et on aura quoi? 1 moins 365 factoriel ici. Ici, qu'est-ce que j'aurai? 365 exposant n, et là j'aurai le tout factoriel. Ça vous va ça? Qu'est-ce que j'entends par là? Remarquez que... Est-ce que c'est logique le coup des... Est-ce que c'est logique ça là, le 300? Regardez, ça, est-ce que vous voyez que c'est le nombre d'injections, c'est... Si on veut une injection, regardez s'il vous plaît, juste le A36530, est-ce que vous voyez que c'est logique en termes d'injection? Si, combien de choix pour la date anniversaire du premier? 365. Oui, mais on veut que le deuxième n'ait pas le même jour anniversaire que le premier. Donc combien de choix? 364. Et on continue comme ça. Et en fait, ça vaut combien? 365 fois 364 fois 363. Et cela 30 fois. Bon, ça fait combien? Ici, là? Combien? 0,7. 66 ou 7? 706. 706. 706. Bon, 0,7. Conclusion, il y a 70% de chances que deux d'entre vous aient la même date anniversaire. Alors vous, présents comme vous nous regardez. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a quand même 70% de chance. Une remarque, ça va... Je suis un peu surpris par votre 0,7. C'est-à-dire que sur 30 personnes, il y en a plus de 20 qui ont la même date de naissance, enfin qui ont au moins une autre personne qui a la même date de naissance. Quoi. Comment ça? Non, je suis un peu surpris par votre 0,7. Vous êtes sûr de votre 0,7 là? C'est plus, c'est sûr. Ah bon, bah si c'est 0,7. Alors, une remarque. On pourrait calculer Pn et se demander à partir de quand c'est plus grand que 50, quoi. Mais alors, par contre, tiens, ceux qui... là où ça va devenir énorme, c'est P50. Qui pourrait me calculer P... Autrement dit, si on rentre dans un amphi de 50 personnes, là, à mon avis, on peut quasiment affirmer... Parmi vous, il y en a au moins deux qui ont la même date d'anniversaire. Genre 80%, non? 80 ou 90% de chance, un truc comme ça. 97%. Donc vous voyez, vous rentrez dans un amphi de 100 personnes, et si vous affirmez, il y a deux d'entre vous qui sont nés le même jour, vous avez combien? 97% de chance d'avoir raison. Environ. Bon, tout ça nous amène... Bon, tout ça nous amène à ce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire le 8. Donc on va faire le 9 qui est une application directe du cours et on va arrêter la séance. Qu'en pensez-vous? Et le 8 sera à corriger pour la semaine prochaine avec le 5, le 6 et le 8. On va peut-être juste mettre en place le 8. Qu'est-ce qu'on appelle un anagramme? On mélange peut-être? Oui. Indication pour le 8. Indication pour le 8. Indication pour l'exercice 8. Anagramme, donc un anagramme. Un anagramme du mot de anagramme. De anagramme. Purée, quand on est à la limite de la dyslexie, comme moi, c'est dur un anagramme. Alors, une précision n'a pas besoin d'avoir un sens. On ne va pas regarder si c'est dans le dictionnaire. J'entends par là que meugras en est un. Meugras. D'accord? J'ai commencé par les dernières, gramna. Donc c'en est un. N'a pas besoin d'être dans le dictionnaire, donc.
d'accord, est une permutation quelconque des lettres de ce mot, hein, d'accord, est une permutation, et le résultat d'une permutation est le résultat. Et vous voyez que j'emploie un mot mathématique là quand même, d'une permutation quelconque. Et permutation n'est pas échange des lettres de ce mot, des lettres en question, de ces lettres. Oui, mais de ces lettres. Oui, mais j'entends un truc, c'est que ça, et ça n'a évidemment pas été choisi au hasard, cette lettre-là, je veux dire, si je permute les deux M là, j'obtiens le même mot. Si, regardez pas. Donc, à mon avis, vous avez intérêt à faire comme si toutes les lettres étaient distinctes dans un premier temps, et ensuite vous dire, regardez, réfléchissons avec les M. Si ça c'est le M1 et si ça c'est le M2. Je vais compter les anagrammes comme s'il y avait M1 et M2, et après je vais me dire, il suffit que tous les mots où M1 et M2 ont été échangés sont en fait les mêmes. Et bien ça, il faut diviser par 2. Il faudra diviser par 2. Et pas diviser par 3 pour les A. Eh ben non. Il faudra diviser par combien pour les A? 3 factoriels. Pourquoi? Il y a combien de permutations possibles des A? Autrement dit, celui-là, vous pouvez l'appeler A1, celui-là, vous pouvez l'appeler A2, celui-là, vous pouvez l'appeler A3. Le N, il est tout seul. Alors, l'idée, c'est quand même les permutations donnant, mais il faudrait mettre ça au propre, hein, donnant le même mot, comptant globalement qu'une fois, ne comptant que pour un anagramme. Ne comptant que pour un anagramme. Bon, nombre voulu, résultat, à votre avis? N égale, donc nombre d'anagrammes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça c'est quoi ça? C'est le nombre de permutations de A1, N, A2, G, R, A3, M1, N2, E. Oui, mais il faut diviser par... Alors, 2 factoriels, parce que il faut toutes les permutations de M1 et M2 donnent le même mot. Et encore, une fois ceci fait, il faut diviser par 3 factoriels, parce que toutes les permutations de A1, A2 et A3 donnent le même mot. Est-ce qu'on est à peu près d'accord? J'ai rédigé ça comme un mauvais élève, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, à la fin, ça peut-être pas trop. Ça vous va? Là, ça va. Disons qu'à la fin, ça va. À un moment, on s'est un peu égaré. On avait écrit une phrase dénuée de sens. Enfin, exercice 9, parce que là, c'est vraiment du cours. Donnez-moi le coefficient de x exposant 7, y exposant 3 et z exposant 2 dans l'écriture du polynôme suivant p de x, y, z égale x plus 2y plus 3z exposant 12. Donc la question qui est posée, c'est P de xy égale P de x, y, z égale des trucs, plus en réunissant tous les termes de la forme x exposant 7, y exposant 3 et z carré, ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors n'écrivez pas ça tout de suite, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus malin tout de suite. Moi j'aurais tendance, si vous voulez, à écrire x, 2y et 3z, puisque dans le cours, ça c'est A1, A2, A3.
Donc moi j'aurais plutôt tendance à écrire quoi? X. Donc un truc, qui est un truc de court. Facteur de X, rappelez-moi, j'ai oublié. Exposant 7. 7. Ici il y aura 2y exposant T3 et 3z exposant 2. Et ensuite, il y a tout l'énorme développement avec toutes les puissances possibles, sachant que ces puissances sont 3 entiers qui peuvent aller de 0 à 12, et dont la somme est 12. Bon, bah, que dit le cours? « 12 factoriel sur... » Et c'est assez proche de ce qu'on a fait avant. Et... Alors, je vais les mettre... Autrement dit, le coefficient voulu est... petit c, on va l'appeler 732. Petit c indice 732 égale 12 factoriel multiplié par 8, c'est ça? Multiplié par 9 divisé par 7 factoriel 3 factoriel. On encadre ça? 2 factoriel. Allez, et on se dit à ce soir. Et à demain.